Retour des vrais voix avec Philippe Bilger à Laoukili et Emmanuel Razavi. En intervenant hier soir sur un point de deal dans le quartier de la Duchère à Lyon, les policiers de la BAC ont été pris pour cible par des tirs d'armes à feu. Le quartier a été bouclé. Le préfet de région Pascal Mayos et le maire de Lyon Grégory Doucet se sont rendus sur place. D'ailleurs, selon le préfet de région, je le cite, on est dans un lieu de deal très fort et incontestablement, c'est en lien avec des actions qui ont lieu ces derniers jours. Les actions que nous menons pour pilonner les lieux de deal produisent des effets et incontestablement, il y a des réactions qui sont graves. Ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a taclé le maire de Lyon qui n'a pas voulu installer 2 caméras de vidéosurveillance alors que la région Auvergne-Rhône-Alpes proposait de les prendre à sa charge. A priori, la guerre contre la drogue est-elle perdue? Eh bien, vous êtes pour le moment très largement majoritaire. C'est la majorité des 2 tiers, 67,3% à dire oui. Avec nous, Christophe Crépin, porte-parole du syndicat Propolis. Bonsoir. Bonsoir. Manifestement, les trafiquants sont prêts à tout, y compris à tuer pour garder leur point de deal. En effet, c'est exactement ça ce qui se passe en France actuellement. Il y a des territoires où le trafic qui est généré provoque évidemment des homicides, des guet-apens, et ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tuer leurs concurrents, ils sont même prêts à tuer mes collègues, et ils sont aussi prêts à tuer des personnes qui viennent juste pour passer et qui sont des habitants normaux de ces jours de banlieue. Philippe Bilger. C'est vrai que maintenant, on réfléchit même pas, on tire à l'arme à feu. Mais je ne voudrais pas discuter le bien fondé de la question de Sud Radio, mais moi, je déconnecterais ces agressions scandaleuses contre la police de la drogue. Il y a de toute manière une évolution déplorable depuis des années des voyous à l'égard de la police. J'ai connu, comme d'autres, une époque où, bien sûr, on résistait à la police. On ne voulait pas se laisser interpeller. La plupart des honnêtes gens ne discutaient pas. Mais depuis quelque temps, évidemment, on l'attaque, la police. On lui résiste, on lui tend des guet-apens. Et donc, je ne crois pas que la drogue soit le ressort exclusif d'une dégradation profonde du tissu démocratique. Vous êtes d'accord avec ça, Christophe Crépin? Il n'y a pas que la drogue comme problème dans ces quartiers-là et qu'aujourd'hui, un peu tout le monde peut tirer à l'arme à feu, voire à l'arme lourde sur les agents des forces de l'ordre? L'analyse de Philippe est tout à fait exacte. Néanmoins, ce qui fait le nerf de la guerre, c'est quand même l'approvisionnement de produits stupéfiants dans ces banlieues et les gens qui en vivent et les gens qui ont monté une industrie tout autour de ce genre de choses qui fait qu'ils sont prêts à défendre leur territoire bec et ongle et n'ont plus aucune déontologie et ils n'hésitent pas à tirer sur les collègues, sur tous les représentants de la force publique et ils n'hésitent pas non plus à tuer les gens qui habitent et même à faire des gens qui habitent, des gens qui vont devoir abriter leurs stupéfiants. On est dans une vision du monde telle qu'on n'aurait jamais voulu la voir. Aujourd'hui, en effet, la guerre n'est pas perdue. C'est peut-être la méthodologie qu'il faudrait peut-être qu'on reparle tout à l'heure, mais la guerre, moi, je ne pense pas qu'elle est perdue. Et je pense que l'analyse de Philippe est très bonne. À Laoukili. Je voudrais appuyer les propos de Philippe qui dit qu'il faut décorréler justement les stupéfiants de la violence et le trafic de drogue des violences en général, et notamment contre la police. Je rappellerai donc que en milieu de cette année, excusez-moi, la Cour des comptes a fait une déclaration assez extraordinaire dans laquelle elle admet qu'il est impossible aujourd'hui d'évaluer le montant de l'argent investi dans les banlieues. Et pourquoi je parle de ça? Parce que le quartier de la Duchère, quand même, un argent incroyable a été mis dedans. C'était un quartier mais vraiment infréquentable. Et pendant que je vivais à Lyon, j'ai pu constater le changement extraordinaire. On a rasé des bâtiments, on a mis à disposition des locaux pour des associations, des terrains, etc. Et finalement, on se rend compte que tout revient, que ça ne change rien. Je voudrais donc dire quelque chose. Et c'est une supposition, mais je m'appuie sur un témoignage intéressant. J'ai un ami qui était adjoint donc à la mairie, à une mairie, adjoint à l'urbanisme. Il avait rasé une cité où il y avait énormément de problèmes et on lui a dit en fait qu'on ne pouvait pas organiser la relocalisation et le relogement des personnes qui y vivaient dans les mairies voisines parce que c'était des mairies de droite et elles ont dit eh bien nous on veut pas de ces gens-là, et je mets bien les guillemets. Finalement, qu'est-ce qui a été fait? On a rasé
une cité, on a tout rénové et on a remis exactement les mêmes personnes avec les mêmes profils, toujours dans l'entre-soi, dans cette même cité, et ça a fini par réexploser. Donc, quelle est la solution? Où est vraiment le problème, au-delà donc de la drogue et de l'argent qui manque et du délabrement? Christophe Crépin. Vous touchez du doigt le vrai problème, hein. Ce n'est pas que la police, ce n'est pas que les magistrats, c'est tout un tas d'acteurs qui viennent se greffer autour. Il faut qu'on réfléchisse vraiment à une autre façon de voir la société telle qu'elle doit être effectuée. Et moi je pense qu'en effet, le stupéfiant est la gangrène de notre pays, en effet. Et donc pour ça, je pense qu'il faut réfléchir par le voie d'un référendum, de savoir si oui ou non, on doit légaliser ou pas le stupéfiant. Et en contrôler la distribution et aussi les bénéfices. Comme ça, peut-être... Comme le tabac. Exactement la même chose que le tabac. Et comme ça, peut-être que, avec les profits générés, on pourrait peut-être faire baisser un petit peu le prix du carburant. Éventuellement. Emmanuel Razavi. Alors moi j'ai deux choses. Je voudrais d'abord rappeler que selon l'Association d'initiative mondiale contre le crime organisé, la France serait le premier pays d'Europe occidentale en matière de crime organisé. L'étude, en fait, elle vise spécifiquement, Philippe, les gangs de banlieue en France. Donc évidemment, ceux qui ont la main mise sur le deal de drogue. Donc c'est un vrai problème, la drogue en l'occurrence. Après, sur les solutions, vous savez, alors je vais reparler de l'Espagne à nouveau, mais aujourd'hui, un dealer en fait de drogue en Espagne, il peut être accusé de financement de terrorisme. Les juges antiterroristes ont réussi à faire passer en fait cette réglementation-là. Et je vous assure que ça en fait réfléchir certains à deux fois. Mais oui, bien sûr. Donc je ne dis pas que c'est la solution, la seule et unique solution, mais c'est peut-être une des pistes. Moi je me suis entretenu avec des magistrats antiterroristes français qui aimeraient en fait que le modèle espagnol soit uni. Je ne crois pas que dans son ensemble aujourd'hui, le syndicat de la magistrature y soit favorable. Il n'empêche que c'est un vrai fléau, alors tant je dirais en Espagne qu'en France évidemment, et quand on fait la corrélation, quand on fait le lien plus exactement entre le financement du terrorisme, je rappelle par exemple qu'Al-Qaïda, depuis son origine, depuis sa création, est essentiellement financé grâce à l'argent en fait de l'héroïne, enfin de l'opium, de l'héroïne, d'Afghanistan notamment. Alors, d'Afghanistan notamment, mais vous avez plein de groupes terroristes aujourd'hui, de toute façon, même ceux, en fait, qui sont issus, si vous voulez, en fait, d'Afrique du Nord, du Maghreb, de toute façon, qui se financent aussi, parfois, par le biais, en fait, des stupéfiants, mais des drogues, ce qu'on appelle les drogues douces. Donc, je trouve que cette idée qu'ont eu les Espagnols, en fait, n'est pas, n'est pas idiote. Maintenant, ce que je crains, moi, c'est qu'on parle beaucoup et qu'on ne fasse pas grand-chose. Vous savez, je me souviens qu'il y a 25 ans déjà, donc à la fin des années 90, je couvrais un reportage sur les unités de la BAC dans une ville de province française, c'était Dijon, pour ne pas la nommer, le quartier, c'était le quartier des Grésilles. À l'époque, je me souviens que les policiers se prenaient déjà des parpaings, même des frigos, voire des scooters qui leur étaient lancés sur leurs véhicules du toit des immeubles de certains de ces quartiers chauds de l'agglomération. À l'époque, ces mêmes policiers, qui étaient des gens exemplaires, je m'en souviens, lorsqu'ils arrêtaient des petits dealers, même pris sur le fait, avec des barres de shit sur eux, avec de l'argent liquide, très souvent, en fait, ils les arrêtaient même pas. Et lorsqu'on leur demandait, nous, journalistes, pourquoi finalement ils les laissaient repartir, ils nous disaient de toute façon, ils vont rester 2 heures au poste, ils vont être relâchés, donc autant qu'on les laisse repartir tout de suite, qu'on ne perde pas de temps en administratif. Et donc, quand même, ce problème qui est récurrent depuis pas loin de 30 ans, finalement, il n'y a aucun ministre de l'Intérieur qui n'a été capable, aucun gouvernement n'a été capable de le régler. Christophe Crépin, on entend Emmanuel Razavi, c'est vrai que c'est terrifiant parce qu'on se dit finalement les ministres de l'Intérieur servent à rouler les mécaniques, mais ça s'arrête très rapidement. On se rappelle Pasqua, terroriser les terroristes, etc. C'est vraiment des roulements de tambour, mais action, zéro. Une politique comme ça, pour qu'elle soit mise en place, elle doit se faire sur au moins 10 ans. Et donc, en fait, il faut avoir une vision sur 10 ans. Il faut prendre des décisions sur 10 ans. Et aujourd'hui, les ministres de l'Intérieur sont tellement peu présents, ils restent tellement peu qu'ils font coup par coup. En fait, ils gèrent l'urgence. Ils sont à la tête d'un navire qui sombre tout doucement et puis ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Philippe Bilger. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a proposé Christophe tout à l'heure sur le référendum, sur la légalisation de la drogue, parce que je crois profondément que l'ampleur du trafic de drogue est la conséquence d'une société qui ne sait plus faire respecter sa police et d'une certaine manière assurer l'ordre. Premier point. Et je crois profondément, et il y a eu des ministres de l'Intérieur, Philippe, vous l'avez dit, qui
était certainement de bonne volonté, mais je crois, au risque de choquer notre ami Christophe, que on ne pourra jamais éradiquer le fléau qui se dégrade, qui s'amplifie, les attaques scandaleuses contre les policiers, si on ne change pas profondément le registre policier et judiciaire. Lorsqu'on a un état de droit comme le nôtre, si lent, si peu structuré, si peu efficace, eh bien, on n'aura aucune possibilité de gagner la guerre. Il faut radicalement, là je sais que je vais heurter, changer le logiciel de l'état de droit. Il faudrait qu'au moins, par certains côtés, il intègre l'exigence de l'incontestable et de l'urgent. Et vous parliez tout à l'heure, Philippe, à juste titre, du film Bac Nord. Il faut bien voir ce que démontre le film Bac Nord. Il démontre que si on veut reconquérir les cités, eh bien il faudra, c'est une tâche immense, et il faudra que les policiers aient des outils qui soient radicalement nouveaux par rapport à aujourd'hui. Christophe Crépin, c'est vrai que quand on voit Bac Nord, on se dit que la guerre est perdue. Alors non, alors déjà je voulais dire que moi je suis pas du tout choqué. Philippe a son avis et je le respecte. Parlons moi vrai. J'ai travaillé, voilà exactement, c'est pour ça que je viens sur votre antenne. Moi j'ai travaillé sur la dépénalisation, donc moi je suis convaincu qu'on peut essayer de faire quelque chose, mais toujours dans le suffrage universel, avec un référendum, parce qu'en fait ça gangrène toute la France et tous les départements d'outre-mer. Donc c'est ce que je pense moi personnellement, mais je respecte votre vision, Philippe. Pardon, dans le micro, Philippe Bilger. Pardon, c'est que imaginons qu'on fasse ce que vous souhaitez. Vous imaginez que le trafic aura cessé ? Alors, je suis persuadé qu'il y aura deux choses qui va générer, mais nous, on sera en mesure de contrôler l'approvisionnement, de contrôler les filières et aussi de contrôler les bénéfices. Et donc, forcément, c'est un peu comme la prohibition, c'est ce que j'ai sur ce que j'ai travaillé. En fait, on aurait moins de prohibition et on pourrait lutter efficacement contre cette gangrène dans les banlieues. Il n'y a pas que Lyon, là on parle de Lyon, mais Marseille est devenu compliqué. Et Toulouse, Paris, Nice. Et concernant mes collègues, j'adresse toutes mes félicitations de la BAC de Marseille. Vous voyez bien les conditions de travail de mes collègues. Comment ils essayent de faire leur travail, tout ça parce qu'ils sont soumis à une pression hiérarchique du chiffre qui ne les assume pas. Et ça c'est bien montré dans le film. Et moi, je vous dis non, c'est pas perdu. Tant que vous aurez des policiers comme moi et comme tous mes collègues qui sont sur le terrain, des policiers républicains, on sera là pour tenir la barre. Alain Oukili. Il me semble qu'il y a malgré tout un angle mort dans la stratégie qui consiste à dépénaliser le cannabis. Si Philippe Bilger vient de rappeler qu'on n'est pas certain que le trafic s'arrêtera quand bien même on légaliserait donc le cannabis, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'on va faire de ces milliers de délinquants, de trafiquants de drogue? Et on va les mettre au travail, madame. Est-ce que vous pensez que parce que vous allez leur enlever la drogue, ils ne trouveront pas... Est-ce qu'on va après, par exemple, légaliser le trafic de la cocaïne ou le trafic de l'achat de Kalachnikov? Parce que je vous rappelle que dans les caves de ces gens, on trouve aujourd'hui des armes de guerre. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que parfois on évoque l'idée de faire intervenir les militaires dans la mesure où les policiers sont parfois amenés à acheter leurs propres outils de équipements de protection de leur propre poche. Donc est-ce qu'on va après légaliser l'opium? Non, ce n'est pour moi pas une solution à long terme et il y a beaucoup d'angles morts. Je savais que ça allait choquer un petit peu ma proposition. Pardonnez-moi, je ne suis pas choquée. La légalisation du cannabis, philosophiquement, ça ne m'étonne absolument pas. Hein. Puis pourquoi pas? Après tout, on peut dire que le vin, vous me demandez qu'est-ce qu'on va faire de tourner ça dans tous les sens, Christophe, c'est une défaite. Pour lutter c'est une défaite, bien sûr que c'est une défaite. Je ne vois pas ce que ça va Moi, changer. j'apporte modestement ma pierre en essayant de faire avancer le débat. Mais je sais très bien. Et vous me dites qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes gens? C'est pas dur, ils vont aller au travail. Je dis jeunes gens, je dis se dévoiler. Je sors d'un colloque où des restaurateurs me disaient Christophe, on ne trouve plus de personnel pour venir travailler. Mais ils ne veulent pas gagner le SMIC et faire la plombe. Mais moi, madame, je gagne le SMIC et je suis policier. Mais enfin, c'est la grosse différence. Et mes collègues, ils sont au SMIC, ils sont caillassés. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent aller plus loin. Mais moi aussi, j'aurais tellement voulu de choses, mais l'administration m'expliquait comment faire pour s'en passer. Non, mais c'est la grande différence entre la moralité et l'immoralité, Christophe. Moi, j'essaie de lutter autant que faire se peut qu'on ait une société qui tienne et qui soit cohérente, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait, je suis d'accord que ça vous shorte un petit peu, mais moi j'essaie d'apporter une solution parce que depuis 80, il le dit, et depuis les violences, elles ne font que croître, et les bandes
bande organisée, et puis on a affaire à des gens qui sont sanguinaires, qui sont sans foi ni loi. On va tuer des gamins, on va tuer des gens qui passent. Justement. Moi j'ai vu à Colombes, à deux portes d'ici, des gens qui faisaient la cuisine, ils ont reçu des balles dans leur dressing. Mais oui. Ah oui, Mais voilà. vous confirmez ce que je dis. Ah, bien sûr, Ces gens qui sont sans foi ni loi n'iront pas faire la plonge, n'iront pas faire les Ils vont coiffeurs. peut-être être obligés de s'adapter quand même. Il y a un Pourquoi moment. Vous croyez, Christophe? Non, mais franchement. Alors là, franchement, vous êtes un humaniste naïf. Hein. Moi je pense qu'ils vont se mettre au travail, ça fera du bien à la société. Et Emmanuel Razavi, en Espagne où le cannabis est quand même en vente libre, c'est un pays où vous vivez, est-ce que on a les mêmes problèmes de zones de non-droit, etc. Bien sûr, en fait, si vous voulez, en Espagne aujourd'hui, vous avez en fait des clubs, ce qu'on appelle des clubs, en fait des associations où vous pouvez aller consommer, vous pouvez aller boire un coup et consommer une drogue douce, voilà. Donc vous achetez ça de façon tout à fait légale. Ça n'a pas endigué le phénomène, ça n'a pas du tout endigué le phénomène, si vous voulez, des filières parallèles. Les gangs sont présents, alors c'est pas, ils n'ont pas forcément la même origine, hein. Les gangs qu'on a ici, très souvent, ils viennent en fait d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, mais de facto, ça n'a pas changé grand-chose, quoi. Et la violence dans certains quartiers, dans certaines zones, hein. Alors c'est aussi vrai dans le nord de l'Espagne que dans le sud de l'Espagne, elle est bien réelle. Et je crois qu'Alain a raison, hein. Je suis désolé de le dire, mais je pense vraiment que vous avez raison, Alain, sur un point, c'est que ces jeunes-là, et je comprends tout à fait la démarche de Christophe, parallèlement, mais ces jeunes-là, vous n'allez pas les mettre au travail. Ces jeunes-là, vous comprenez bien qu'ils ont l'habitude de gagner des milliers d'euros, non pas par mois, par jour, parfois, en vendant en fait, cette drogue, d'accord ? Sans Ils payer roulent dans d'impôts. des BM, Oui. sans rien payer, Ils cotisent évidemment. pas pour leur retraite, par contre. Voilà, alors je pense que la solution, elle est tout autre. Je vous parlais tout à l'heure en fait de ce qui s'est passé en Espagne, c'est que face à ça, effectivement, ils ont considéré que vendre illégalement de la drogue, c'était contribuer au financement du terrorisme. Ça, c'est une piste. Mais pour la France aussi, ce qui est important, c'est aussi peut-être simplement de revenir à la violence légitime de l'État. Aujourd'hui, les policiers n'ont plus le droit d'exercer la violence légitime. Il aurait normalement, en fait, bien sûr, la force donnée par ça. Le vrai problème, il est là, il faut commencer par là. Et puis, ces jeunes se demander ce qu'ils vont devenir. Moi, je crois beaucoup à la deuxième chance. Ceux qui veulent, qui acceptent de se réinsérer, pourquoi pas. Mais en attendant, les voyous, excusez-moi, ont construit des prisons pour faire ça. Parce qu'autrement, vous ne vous en sortirez pas. Et encore une fois, moi, en tant que journaliste, pour ce que j'ai vu, en fait, des sites dans lesquels j'ai enquêté, la violence, elle est réelle. Vous avez rappelé tout à l'heure, Philippe, j'avais couvert quelques zones de guerre depuis 20 ans, n'est-ce pas, notamment au Proche-Orient, Moyen-Orient, Asie centrale. Je vous assure qu'on peut parfois voir, et je pense que Christophe ne me contredira pas, dans certaines cités françaises, des scènes qui sont des scènes de guerre. Rien Alors, on va faire durant mes années de reportage. On va faire réagir Christophe Crépin rapidement. Si, moi j'étais un des premiers à dire qu'on vivait des scènes de guérilla urbaine, et moi je vous dis vraiment, mes collègues, ils sont en état de guerre. Vraiment, quand ils s'équipent pour aller maintenant faire le travail en service général, ils ont même c'est devenu normal d'avoir un gilet pare-balles, d'avoir une arme qui soit en capacité de répondre à ce qu'on a en face, et on est vraiment dans une guérilla urbaine où on essaye de lutter un petit peu contre tous ces trafics. Et moi je suis intimement persuadé que la drogue fait partie des fléaux qui gangrènent notre société. Ça, j'en suis intimement persuadé. Alors moi, je propose gentiment ce genre de choses, mais je pense que ça doit faire l'objet d'un référendum. Merci beaucoup, Christophe Crépin, porte-parole du syndicat Propolis. Verdict sur Twitter. Policiers visés dans le quartier de la Duchère à Lyon. La guerre contre la drogue est-elle perdue? Vous êtes désormais 68,3% à dire oui. Dans quelques instants, on parlait de Lyon. On va aller à Strasbourg avec un coiffeur. Écoutez bien ça.